C'est l'histoire tragique d'une adolescente partie se promener en forêt avec un camarade de classe, une balade dont elle ne reviendra pas. Cet enfant a été tué dans des conditions sur lesquelles je ne m'étendrai pas, mais que je qualifierais quand même d'atroces, et violé également. Agnès était pourtant partie avec un garçon qu'elle connaissait, un élève de son école située en Haute-Loire, un jeune homme de seulement 17 ans qui avait déjà un passé judiciaire. Le lycéen, qui est originaire du Gard, est déjà mis en examen pour une précédente affaire de viol. Pourquoi ce garçon était-il en liberté dans une école où se côtoient filles et garçons? Pouvait-on savoir que ce jeune homme était dangereux? Retour sur les lieux du drame. Un grand campus de 16 hectares, les élèves du Chambon-sur-Lignon terminent leur matinée de cours. Comme chaque mercredi, ils n'ont pas classe l'après-midi. Alors que les élèves externes rentrent chez eux, les 65 internes de l'établissement, eux, ont quartier libre. Ils peuvent rester au collège, descendre dans le village, aller se promener, faire ce qu'ils veulent, à condition bien entendu que les parents l'aient autorisé. Les élèves ont obligation pour l'internat de rentrer à 17h30 pour ensuite avoir des horaires d'études. Et pour vérifier que les élèves sont bien tous de retour, les responsables de l'internat font systématiquement l'appel. Et à 17h30, le mercredi, il y a une élève, Agnès Marin, qui manque à l'appel. Elle n'est pas là. Nous, les plus grands, on s'est dit mais non, elle manque à l'appel, mais bon, elle n'est pas du genre à traîner trop tard comme ça. Elle reviendra, peut-être qu'elle n'a pas vu l'heure, peut-être qu'elle est avec une de ses camarades externes de sa classe, et un truc comme ça, elle remontera bientôt. Mais une demi-heure plus tard, l'adolescente ne s'est toujours pas présentée. La surveillante décide alors de prévenir le directeur de l'établissement, parti à l'extérieur. Et à 18h, ce directeur dit partez la chercher autour du collège, comme on fait habituellement. Vous savez, il faut savoir que malheureusement, des élèves qui arrivent en retard, des élèves qui fuguent, etc., ça arrive quand même pas. Ça arrive. Le personnel commence alors à chercher dans l'enceinte de l'établissement et puis aux abords de l'école pour s'assurer que la collégienne ne s'est pas cachée quelque part. On sait qu'il y a certains endroits où il y a des fourrés, où il y a des arbres, etc., où ils peuvent éventuellement se planquer pour ne pas rentrer en études. Donc on a un peu l'habitude de ça. Mais les vérifications habituelles ne donnent rien. Toujours aucune trace de la jeune élève. La responsable de l'internat est de plus en plus inquiète. À 19h, elle rappelle le directeur pour lui dire « on n'a toujours pas retrouvé, je ne l'ai pas retrouvé ». Il lui dit « prenez une équipe avec vous, multipliez le nombre de personnes qui vont se déployer autour du collège ». Les heures est passées et Agnès n'était toujours pas là, quoi. Après, on a commencé à s'inquiéter, on voyait les maîtres d'internat qui allaient un peu partout et tout ça. L'information se propage sur le site. Les élèves se joignent aux recherches. Ils sont de plus en plus nombreux à fouiller les alentours. Il fait nuit, il fait froid. Agnès aurait dû rentrer depuis déjà 2h30. À 20h, comme on n'avait pas retrouvé l'enfant, le directeur du collège appelle les parents et appelle la gendarmerie. Une demi-heure plus tard, une quinzaine de gendarmes arrivent sur les lieux. Ils vont d'abord sélectionner les élèves qui potentiellement peuvent avoir vu quelque chose, peuvent avoir des éléments à apporter. Et puis effectivement, ils vont procéder à quelques auditions pour savoir où peut être Agnès, qu'est-ce qu'elle a dit, est-ce qu'elle a expliqué où est-ce qu'elle allait, qu'est-ce qu'elle allait faire. Mais ces premiers témoignages ne vont pas aider les gendarmes. Ils sont face à des versions assez contradictoires. Il y a certains témoignages qui disent que Agnès a été aperçue dans le bourg du Chambon mercredi après-midi vers 17h. Il y en a d'autres qui disent qu'elle serait partie aux champignons. Rien de très précis pour les gendarmes, mais ils ne veulent rien laisser au hasard. Une équipe
part alors aussitôt vérifier si Agnès ne serait donc pas au bourg du Chambon, pendant que d'autres enquêteurs tentent de la joindre. Le téléphone d'Agnès, il est éteint, il est coupé. Donc impossible d'effectuer une géolocalisation pour essayer de la repérer. Impossible. Les gendarmes entreprennent alors leurs premières investigations. La disparition d'Agnès fait l'objet de nombreuses discussions entre les élèves et toutes sortes de rumeurs circulent. Parmi elles, celle d'un élève qui serait sorti du bois avec des griffures sur le visage. Les plus grands garçons de l'internat, on lui a demandé à nous quatre, ouais, si tu sais quelque chose sur la petite, faudrait que tu nous dises, parce que là, il fait vraiment tard, et voilà, quoi. Si tu sais quelque chose, si même tu l'as vu partir avec quelqu'un, ou si tu sais où est-ce qu'elle peut être, faudrait que tu nous dises, parce que là, franchement, on s'inquiète vraiment, et là, on est prêt à aller chercher. Mais franchement, ça restera entre nous, on dira à personne que c'est toi qui a dit pour qu'on la retrouve, quoi. Bah là, il nous a dit clairement que non, qu'il savait rien du tout et tout ça. À partir de ce moment-là, je me suis dit non, enfin, il pourrait pas nous mentir, quoi. Le jeune homme semble lui aussi inquiet. Il décide même d'accompagner la vingtaine d'élèves partis fouiller les bois, une nouvelle fois. Quand on cherchait, tout ça était dans notre groupe. Bon, il était très calme, apparemment. Et il était calme, mais il était pas en tête, mais il était en queue de battu et on cherchait, quoi. Un comportement normal, il cherchait comme nous. Nous, quand on criait son nom et qu'on regardait partout, il faisait pareil. Le temps passe, les recherches ne donnent toujours rien. Pourtant, tout le monde est mobilisé, gendarmes, personnel, élèves. Après les bois, ils vont même jusqu'à faire du porte-à-porte. Les gens du village nous posaient des questions parce qu'ils nous entendaient crier son nom et tout ça, avec des lampes et tout ça. Ils nous ont posé des questions, me demandaient à qui vous cherchez et tout ça. Quand on leur avait dit qu'il y avait une fille qui avait disparu, bah, ils sont tout de suite venus nous aider pour essayer de trouver un peu, chercher un peu avec nous. Mais toujours aucun signe de l'adolescente. Les fouilles sont interrompues et les gendarmes quittent le campus du Cévenol aux alentours de minuit et demi. On était à ce moment-là dans l'hypothèse d'une fugue, notamment rechercher si Agnès avait pu se rendre chez les connaissances au sein de Chambon-sur-Lignon. Ce soir-là, quand on est revenu à l'internat vers 1h du matin, on se disait qu'elle avait fugué, peut-être qu'il y a un truc qui s'était pas bien passé ou qu'elle avait une peine de cœur ou un truc comme ça et qu'avec demain on en saura un peu plus. Agnès s'est-elle enfuie de son école? Même si l'hypothèse de la fugue semble à ce stade privilégiée, d'autres pistes sont aussi envisagées. Agnès s'est peut-être égarée. Elle a pu faire une mauvaise rencontre dans les bois. Elle est peut-être retenue quelque part, contre son gré. Le lendemain matin, Agnès n'est toujours pas rentrée. Les gendarmes reprennent la direction de l'établissement Cévenol. Ils arrivent aux alentours de 8 heures. Et là, ils entament vraiment des auditions au sens vraiment très large. Les élèves, le personnel, les enseignants, tous les gens susceptibles d'avoir vu Agnès sont entendus par les enquêteurs de la brigade de recherche d'Issingeaux. Les gendarmes trient toutes les déclarations. Parmi la douzaine d'élèves et d'adultes qui sont interrogés plus longuement dans les locaux des enquêteurs, un interne de 17 ans, élève en première, va retenir leur attention. Ces déclarations sont vraiment pas très claires, elles se contredisent. Et là, les enquêteurs se soupçonnent quelque chose. Son discours est incohérent. Les enquêteurs recueillent différents témoignages affirmant qu'il serait l'un des derniers à avoir vu Agnès. Certains de ses camarades disent que mercredi après-midi, ils seraient partis tous les deux pour aller chercher des champignons hallucinogènes. D'autres élèves évoquent même devant les enquêteurs la rumeur qui court depuis la veille. Plusieurs élèves vont le dire aux enquêteurs et ils vont signaler que cet élève porte sur lui
aux avant-bras et un peu au visage, des traces de griffures. Il avait dit à quelques-uns qu'il était tombé dans les ronces, il avait dit à d'autres qu'il était tombé dans la cour, il avait dit encore à d'autres qu'il s'était démangé, gratté. Voilà. Les gendarmes souhaitent alors entendre le lycéen afin qu'il s'explique. Comme son audition devait être prolongée au-delà des 4 heures prévues pour une audition libre, le procureur de la République du Puy-en-Velay, à ce moment-là, puisque c'est lui qui dirigeait l'enquête, a décidé de son placement en garde à vue. Déjà 24 heures qu'Agnès est introuvable. Ses parents viennent tout juste d'arriver de Paris. La thèse de la fugue, ils n'y croient pas. Elle est partie avec un cardigan, avec un sac à main, elle est partie pour faire des courses en ville. Elle était vraiment pas équipée pour fuguer au sens où j'organise mon départ. Donc on est vraiment... Elle était ici de plein gré, elle était bien... Le personnel d'encadrement dit que ça se passait bien, elle était populaire. Enfin, pourquoi fuguer? Pas de raison apparente de fuguer. Pas non plus de signes avant-coureurs qui auraient pu les alerter. Agnès avait même des projets pour son prochain retour à Paris. Ils l'ont eu la veille de sa disparition, donc le mardi soir au téléphone. Elle était sereine avec eux. Ils ont même échangé sur son anniversaire. Elle allait bientôt avoir 14 ans. Donc ils avaient évoqué l'organisation d'une petite fête. Si les parents n'envisagent pas une seconde la fugue de leur fille, pour les gendarmes, cette hypothèse est de moins en moins plausible. Le téléphone d'Agnès est toujours coupé, donc toujours pas de géolocalisation possible. Et les gendarmes commencent à trouver cette disparition de plus en plus inquiétante. Il faut faire vite. Les recherches s'intensifient. Des battues sont à nouveau menées dans le bois autour du Cévenol, mais aussi le long des berges du Lignon qui traversent le village. Tout le monde cherche, puisque petit à petit dans la journée, la nouvelle se diffuse et les habitants du Chambon vont venir spontanément d'ailleurs se prêter main forte aux recherches. Des recherches qui prennent du temps, car la zone est vaste et escarpée. Pour avoir toutes les chances de retrouver l'adolescente, les moyens sont renforcés avec notamment la présence de 2 équipes cynophiles et l'arrivée d'un hélicoptère. Un hélicoptère équipé de puissantes caméras, capable de visualiser un individu à près de 2 km, et une caméra thermique pour la vision nocturne qui conserve une certaine efficacité, même si les bois tout autour du lycée compliquent un petit peu la vision de cette caméra thermique. Les gendarmes se déploient dans toute la région. Ils fouillent à nouveau les bois, quadrillent complètement le village. Ils interrogent le voisinage, les commerçants et même les automobilistes. Il y a des patrouilles qui se mettent en place à tous les ronds-points, tous les axes près de l'établissement. Les gendarmes ont un portrait d'Agnès à la main et ils arrêtent tous les automobilistes pour leur demander s'ils n'auraient pas vu une jeune fille. Malgré tous les moyens engagés, les recherches restent vaines. Avec la tombée de la nuit, les espoirs s'amenuisent. Quand on a vu la gendarmerie, les hélicoptères qui faisaient des tours dans le ciel, ça a fait un tic dans nos têtes et on a tout de suite commencé à penser au pire, quoi. Le pire, tout le monde y pense. Les gendarmes, qui n'excluent aucune hypothèse depuis la disparition d'Agnès, envisagent très sérieusement la piste criminelle. Cela fait maintenant bientôt 48 heures qu'Agnès a disparu. Ce vendredi, au petit matin, les effectifs sont sensiblement renforcés. Il y a 60 gendarmes au Chambon-sur-Lignon pour les recherches. Il y a même une équipe de plongeurs. La zone est bordée par le Lignon avec des gorges. Les maîtres chiens sont toujours là et en début d'après-midi, 120 élèves d'une école militaire de Montluçon arrivent en renfort. Plusieurs battues sont organisées le long du Lignon, autour de l'établissement et dans les autres bois du village. Les quelques 200 militaires peuvent compter sur l'aide des habitants.
En tout début d'après-midi, une immense battue doit s'organiser aux abords du Chambon. On compte à peu près 100 à 150 bénévoles, essentiellement des gens du secteur, des gens qui eux aussi veulent y croire, se disent c'est pas possible, elle doit bien être quelque part, on va retrouver sa trace. Un déploiement de force et de moyens impressionnant. La disparition d'Agnès est prise très au sérieux. C'est clair que si nous étions sur une hypothèse privilégiée de simple fugue en excluant toute autre chose, peut-être qu'il n'y aurait pas autant de moyens. Il faut faire vite, on travaille le plus vite possible avec le plus de moyens possible. Sur le terrain, les gendarmes n'ont pas la moindre piste. À la compagnie d'Yssangeau, en revanche, la garde à vue du jeune homme commence à porter ses fruits. Le lycéen reconnaît être parti dans les bois avec la jeune fille pour ramasser des champignons hallucinogènes. À la fin d'après-midi, il commence à venir progressivement aux aveux. Et comme c'est souvent le cas dans ce type d'affaires, il y vient vraiment très lentement au fur et à mesure de l'audition, ce qui prend plusieurs heures. Et tout ça pour arriver vendredi en fin d'après-midi, à ce qui nous emmène sur les lieux dans le secteur où il prétend avoir bousculé à ce moment-là, effectivement, Agnès. Pour les gendarmes, il n'y a plus de doute. Cet adolescent a un rôle dans la disparition d'Agnès. Il est urgent d'aller vérifier. Les recherches redémarrent alors dans le secteur désigné par le jeune homme. Mais ces indications sont très vagues. Il a fallu engager des opérations de ratissage dans une zone en pente et boisée, de nuit. Donc ces opérations ont eu lieu entre 18h30 et 20h30 avec un hélicoptère, avec un chien et avec une quarantaine de gendarmes qui ont ratissé le bois. Les gendarmes évoluent avec des lampes torches. L'opération est délicate. Le commandant de Pierre demande à ses hommes de se redéployer et de repasser sur un secteur où ils viennent de passer, mais il n'est pas sûr. Et il dit non, mais on est peut-être mal passé, alors on va revérifier. Alors le dispositif, les gendarmes se redéploient dans les bois, ils avancent tout doucement, il est 20h15 à peu près, et là d'un coup un gendarme pousse un cri, s'arrête net, le commandant arrive et le corps est là. Nous avons à la suite d'indications qui nous ont été données par le témoignage d'un des élèves, découvert un corps dans un bois à 2 ou 3 km à vol d'oiseau d'ici. Ce corps, malheureusement, est calciné. Si le procureur ne peut confirmer que ce corps est bien celui d'Agnès, pour tout le monde, cela ne fait aucun doute. Il s'agit bien de la jeune fille disparue. Après plus de 48 heures d'intenses recherches, le dénouement tragique, tant redouté, est arrivé. Il y a eu 2 chocs en même temps. Le premier, c'est qu'on avait retrouvé effectivement le cadavre, le corps de la petite. Et le deuxième, qui a été déjà effroyable, c'est d'apprendre qu'il avait été calciné. Et ça, pour les parents, j'étais présent, j'étais eu à l'idée de ne plus pouvoir embrasser leur enfant. Parce que les gendarmes ne voulaient pas qu'ils voient le corps et le procureur de la République non plus, tellement c'était atroce. De ne pas pouvoir saisir dans ses bras son enfant une dernière fois, c'est abominable. Pour les élèves aussi, l'espoir a laissé la place à la douleur et à la colère. Ça a été juste un moment de haine, quoi. Ça a été un choc terrible pour nous tous, quoi. Ça a été un choc terrible pour nous tous et ils n'arrivaient pas à y croire, quoi. Ils se disaient que non, c'était pas possible, on vit en famille, là à l'internat, et il se passe un truc comme ça, c'est vraiment pas possible, quoi. Il y a un truc, c'est pas possible, quoi. Et on était tous abattus. La zone autour de la découverte est gelée. Un périmètre de sécurité empêche son accès. Des techniciens de l'Institut de recherche criminelle arrivent sur place. Les investigations commencent aussitôt. Elles vont avoir lieu pour partie dans la nuit et pour partie le samedi matin, profitant effectivement que le jour se soit levé. Les enquêteurs procèdent à des relevés. Des prélèvements sont également réalisés sur le corps et la scène du crime à la recherche du moindre indice.
Pour comprendre ce qui a pu arriver à Agnès, les gendarmes comptent avant tout sur les explications de son camarade en garde à vue. Il est interrogé maintenant sur les circonstances de la découverte du cadavre, c'est-à-dire le corps de cette jeune fille est calciné, donc il faudra qu'il s'explique, ça se produira dans la nuit. Et le jeune homme va craquer dans la nuit. Après de multiples versions, il va commencer à faire des aveux très précis. Aux environs d'1h du matin, le jeune lycéen va avouer effectivement qu'il a tué et brûlé le corps d'Agnès. Des confessions encore partielles. Il faudra attendre plusieurs heures avant que le lycéen finisse par tout avouer. Il est très froid et sans émotion apparente. Il reconnaît qu'il l'a tué, qu'il l'a violé et qu'il l'a brûlé le corps. Cet enfant a été tué dans des conditions sur lesquelles je ne m'étendrai pas, mais que je qualifierais quand même d'atroces, et violé également. Tué, violé, brûlé, Agnès a vécu un véritable calvaire dans ces bois. Un calvaire infligé par l'un des siens. Pourquoi ce lycéen s'en est-il pris à la jeune fille? Avait-il vraiment planifié son crime? Après ses aveux et à l'issue de sa garde à vue, le jeune homme est déféré au parquet de Clermont-Ferrand pour être présenté à un juge d'instruction. Il est mis en examen pour viol et assassinat et écroué dans la foulée à la prison pour mineurs de Mézieux, près de Lyon. L'assassinat, c'est un meurtre avec préméditation, ce qui signifie que nous avons dans le dossier des éléments qui nous permettent de penser et même d'affirmer que les faits ont été prémédités. Le jeune homme s'était muni d'un certain nombre d'objets que je ne détaillerai pas, qui lui ont permis de commettre son crime. D'après nos informations, il avait par exemple des ficelles qui auraient pu servir de lien pour entraver sa victime et la violer, la tuer ensuite, quoi. Pour le procureur de la République de Clermont-Ferrand, il ne fait aucun doute que le lycéen a délibérément choisi sa victime et lui a tendu un piège. L'adolescent serait récidiviste. On apprend que le lycéen, qui est originaire du Gard, est déjà mis en examen pour une précédente affaire de viol qui s'est passée dans le Gard. Il avait violé en août 2010 une jeune fille qui était une de ses camarades de classe. Le jeune homme est alors scolarisé dans ce lycée de Nîmes. Les élèves sont en vacances. Un après-midi, l'adolescent donne rendez-vous à l'une de ses meilleures amies qui habite dans le même village que lui. Les deux jeunes vont se balader dans la garrigue. Plus il s'éloignait du village, plus elle se rendait compte que ce n'était pas une situation normale. Donc, alors bon, après ça a été, ouais, mais j'ai trouvé des champignons, ouais, mais si, mais il a fait des prétextes fallacieux pour aller vers l'endroit qu'il avait préparé et pour l'entraîner. Bon, et quand il a vu qu'elle ne le suivait plus, il a usé de la force pour aller jusqu'à son scénario. Un scénario semblable à celui qu'aurait vécu Agnès. Il est évident que l'arsenal qu'il y avait, c'était calculé, c'était pensé, c'était réfléchi. Ça ne pouvait pas être, ça ne tombe pas du ciel. Ce n'est pas une hirondelle en passant qui balance des gadgets, qui balance tout l'accessoire qu'il avait. Le jeune homme commence alors à mettre en scène le film qu'il a imaginé. Mais il va être interrompu par le téléphone de l'adolescente qui se met à sonner. C'est la mère de la jeune fille, qu'il connaît bien. Sa mère s'inquiétait de ne plus la voir depuis déjà un bon espace de temps, donc elle y a téléphoné savoir ce qu'elle faisait tout. Et bon, les téléphones au jour d'aujourd'hui font qu'il y a les visages qui apparaissent, donc le jeune homme automatiquement est-ce que c'est de voir le visage, est-ce que c'est d'entendre la voix, a réagi. Et bon, l'irréparable n'a pas été, du moment que ma petite cousine a vu une faille, une voix, elle a usé de tous les artifices possibles pour sauver sa peau. La jeune fille, qui a 15 ans au moment des faits, réussit à convaincre son agresseur de la laisser partir pour aller rassurer sa mère. Elle lui fait croire qu'elle reviendra plus tard
Elle ne reviendra pas. Le lycéen est arrêté et mis en examen pour viol, avec violence. Dans cette précédente affaire, pour laquelle il n'a pas encore été jugé, il a fait 4 mois de détention provisoire. Les expertises que j'ai en ma possession, dans le dossier de Nîmes, font état de quelqu'un, d'après les psychologues et psychiatres, qui était adaptable, réinsérable et ne présentait pas de dangerosité. Le juge d'instruction en charge du dossier décide donc de le libérer au mois de novembre 2010 et de le placer sous contrôle judiciaire. Il a été, comme c'est la règle en matière de mineurs, libéré sous contrôle judiciaire, avec un contrôle judiciaire extrêmement strict, qui était d'être en internat, de suivre un traitement médical, de ne pas aller dans le Gard et de rendre visite à ses grands-parents et non pas à ses parents dans le Gard. Ce contrôle judiciaire a été scrupuleusement respecté. C'est à cette époque-là que le jeune homme va entrer au Cévenol. Le directeur du collège a reçu une lettre du père de à la mi-août 2010, lui expliquant que son fils avait des petits problèmes de dyslexie et un peu de mal à apprendre, que ça avait été un élève ou un enfant sans problème jusqu'à cette année 2010 où il avait eu un incident manifestement grave. Il nous expliquait que le juge avait demandé qu'il soit mis dans un internat et demandé si on voulait bien le recevoir. Comme à chaque demande d'inscription, le directeur de l'établissement convoque le jeune homme et ses parents. Pendant environ 1h30, il présente l'établissement à la famille, puis s'assure que le projet de l'élève est bien en adéquation avec celui de l'établissement. J'ai eu une discussion avec lui. J'ai eu une discussion avec son père qui est venu le présenter. Et au vu des informations que j'avais, j'ai estimé que le coup était jouable et que pouvait réintégrer une structure scolaire. Que savait exactement l'établissement du passé judiciaire de l'adolescent? La direction assure qu'elle ne connaissait pas la raison pour laquelle le jeune homme avait passé 4 mois en prison. Samedi 19 novembre à 17h, lors de la conférence de presse du procureur de la République, la direction du collège Cévenol a découvert, en même temps que les parents d'Agnès, en même temps que les élèves et leurs familles, l'effroyable vérité. Nous avions accepté dans notre établissement un jeune garçon convaincu de viol. L'établissement affirme aussi n'avoir jamais eu de contact avec la justice. Mais pourquoi le directeur n'a-t-il pas demandé au père de l'élève davantage de détails sur l'incident qu'il évoquait au cours de l'inscription? La direction avance 2 raisons. D'abord, c'est pas juridiquement valable, on n'a pas le droit de le faire, et deuxièmement, c'est moralement gênant. C'est-à-dire que si un élève rentre pour refaire une vie, parce qu'il s'est un peu drogué autrefois, parce qu'il a peut-être un peu bu, parce qu'il a été mis à la porte d'un lycée, et qu'on veut lui donner une deuxième chance, on ne commence pas à lui donner une deuxième chance en le déclarant coupable d'un péché originel. Il faut qu'il puisse se sentir en confiance et sentir qu'il peut repartir. Tout aurait donc été mis en œuvre pour que le jeune homme puisse se réinsérer. Il était suivi au puits par un psychiatre et dans l'établissement par un psychologue. Il a toujours respecté le contrôle judiciaire. Un contrôle judiciaire qui n'empêchera pas le jeune homme de commettre l'irréparable. Un acte traumatisant pour le personnel, les élèves, mais aussi tout un village. Le dimanche matin, les habitants ont souhaité se rassembler pour rendre hommage à Agnès. Ils sont environ 4000 dimanche matin à 10h à partir depuis la mairie du Chambon. Le cortège prend la direction du collège Cévenol où était scolarisée Agnès. Et là, sur un des bâtiments du collège, les lycéens les plus proches d'Agnès vont dévoiler une plaque à son hommage, à sa mémoire. Les camarades d'école d'Agnès sont en tête du cortège. Bien que traumatisés par ce terrible drame, l'école du Cévenol et ses élèves, ainsi que la commune du Chambon-sur-Lignon, veulent à présent se tourner vers l'avenir. Aujourd'hui, on essaie de retrouver le sourire. On essaie de retrouver le sourire, même bien que c'est difficile, on essaie de retrouver le sourire petit à petit. Et
Et nous, aujourd'hui, ce qui reste, c'est juste un combat. Et c'est quoi ce combat? C'est que ces choses-là n'arrivent plus jamais dans notre école, quoi. Qu'aujourd'hui, tout le monde puisse prendre conscience qu'une gamine de 13 ans est partie dans des conditions atroces. Les obsèques d'Agnès se sont déroulées à Paris 10 jours après son assassinat. Une cérémonie dans l'intimité en l'église Notre-Dame du Perpétuel Secours dans le 11e arrondissement. Ce jour-là, Agnès aurait dû fêter ses 14 ans.